Bonjour et bienvenue dans ce second épisode des podcasts Make Sense, une série qui est dédiée au développement durable et aux problématiques qui y sont liées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Bouty, qui est fondateur de l'agence The Beyonders, qui accompagne les entreprises dans leur transition vers un futur plus durable. Il est également directeur académique à la Solvay Business School. Bonjour Monsieur Bouty. Bonjour Guillaume, bonjour Lorenzo, bonjour à tous. Du coup, dans ce podcast, nous allons étudier la légitimité des business models actuels, ainsi que les différents incitants et obstacles vers une économie éco-responsable, donc vers une transition vers cette économie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement revenir sur justement la définition d'un business model classique. C'est une synthèse des éléments principaux d'une entreprise qui permet d'en dégager les grands axes stratégiques. Et donc l'élément clé, c'est la proposition de valeur à laquelle viennent se greffer les différents éléments liés à l'activité, la clientèle, la structure des coûts et les revenus. Donc il s'agit d'illustrer l'ensemble des moyens humains, financiers et matériels qui seront développés par l'entreprise afin de créer de la valeur. Donc ma première question pour vous, Monsieur Bouty, est donc, dans un premier temps, je viens de donner une définition qui est très générique. Est-ce que vous y ajouteriez quelque chose? Et dans un second temps, quelles sont, dans le contexte actuel, les limites et les manquements justement de ce modèle classique? D'accord, c'est une question assez vague, on va essayer d'être le plus synthétique possible. Bon, les business models sont très tendance ces dernières années, surtout grâce à l'entrepreneuriat. Le business model Canva de Strategizer, Osterwilder et finalement la fondation, on l'utilise un peu partout. Dans ce business model, finalement, on a trois parties. On a une partie de droite qui est avec la proposition de valeur et les clients, c'est plutôt la désirabilité. Est-ce que mon business model est désirable sur le marché ou sur un marché? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce que j'ai la possibilité de vendre ce que je pense produire? Il y a une partie faisabilité, c'est est-ce que je suis capable de le produire et avec tous les impacts que ça a, et une partie viabilité, finalement, est-ce que les coûts et les revenus rentrent dans un PNL qui fait du sens? Ça, je pense que ça, c'est le grand concept aujourd'hui. Et quand on est en activité commerciale, c'est important de poser son business model pour voir si celui-ci est robuste sur le long terme. Ça, c'est la première partie. Et les auditeurs peuvent évidemment se référer à toute la littérature et à tout ce qui existe autour de ça. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce que dans les business models classiques, où aujourd'hui, on va dire, avant qu'on ait le sujet de la durabilité aussi présent, font encore du sens aujourd'hui, ou quelles sont leurs limites? Ça, c'est une question assez large et un peu vague dans le sens où elle touche beaucoup de sujets. Je propose peut-être de les regarder par le même angle, c'est de se dire est-ce qu'ils sont faisables? Et aujourd'hui, dans le business model, si on regarde, c'est la notion du coût sociétal ou du coût de la sustainabilité. Là, ça, c'est le premier élément. C'est est-ce qu'on prend en compte réellement, dans un business model classique, les éléments liés à la durabilité? Est-ce qu'on les intègre? Est-ce qu'ils sont un paramètre du business model ou ils sont complètement oubliés? Ça, je pense que c'est la première question. La deuxième question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que ces éléments de durabilité sont présents dans la partie de désirabilité, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont des facteurs d'attrait pour les futurs clients? Est-ce que c'est une raison d'achat finalement? C'est une raison d'aller vers l'entreprise? Et finalement, la dernière question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que c'est viable d'intégrer la durabilité dans son business model ou ce n'est pas viable? Ça, c'est un peu les trois questions sur lesquelles on peut travailler. Alors, est-ce que vous voulez que je me lance ou est-ce que... J'allais justement vous demander, du coup, comment est-ce qu'on peut faire un petit peu pour pouvoir répondre à ces questions et quels sont un peu les moyens qu'ont les entrepreneurs et on va dire les différents business pour pouvoir répondre à ces questions? Alors, après, je pense qu'il y a un vrai point en amont, c'est est-ce qu'on est là pour mentir et donc est-ce qu'on est là pour faire plus beau que ce qui est beau ou est-ce qu'on est réellement là pour résoudre le problème de durabilité? Donc ça, c'est une vraie question philosophique. Et alors aujourd'hui, vous avez la COP qui est passée autre avec ces notions de green bashing ou green wishing. Où certaines entreprises ont l'air de prendre des postures de durabilité en disant notre business model est durable, mais en fait, à certains moments, ce n'est que de la communication. Et en fait, on se détourne du vrai problème. Pourquoi fait-on des business models durables? D'abord parce qu'il y a un vrai problème autour de nous et qu'on doit traiter et qu'il y a une urgence à le traiter. Et donc ce que moi je vais vous déposer, c'est évidemment pas pour faire du greenwashing ou du green bashing, c'est pour essayer de réellement faire des transformations qui apportent une réponse aux problèmes que nous devons faire face. Donc c'est vraiment important. Donc pour pouvoir résoudre le problème,
Je pense qu'on peut démarrer par la partie pour qu'un business model soit durable, il faut qu'il accepte que des éléments liés à la durabilité sont à prendre en compte dans la construction de son business model. Alors, le premier élément à prendre en compte, c'est finalement le coût sociétal de l'activité de l'entreprise. Et ce coût sociétal se situe à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Exemple, quand je creuse un trou dans le sol, et que je retire quelque chose du sol, ce que je retire du sol probablement contient du carbone. Le fait de le retirer du sol va par défaut relâcher le carbone quelque part dans l'air, parce qu'à un moment donné ou l'autre, on va le transformer. Le coût sociétal de creuser le trou du sol n'existe pas. Il y a le coût de creuser le trou, c'est-à-dire l'effort humain pour pelleter plus la machine, mais l'impact sociétal n'existe pas. Et donc je pense que le premier élément sur lequel on va devoir aller, c'est ajouter le coût sociétal dans son business model. Ça, c'est très difficile parce que si vous êtes le seul à le faire, finalement, vos coûts en général augmentent, alors que vos concurrents, vos coûts n'augmentent pas. Et ça, c'est vraiment le premier point de basculement dans la discussion, c'est est-ce que je suis capable, est-ce que je veux le faire, est-ce que je dois le faire, est-ce que je suis capable de le faire. Ça, c'est le coût sociétal. La deuxième chose, c'est de faire moins pire, entre guillemets, donc c'est de l'efficacité environnementale, de l'efficacité de processus, c'est-à-dire que je diminue mon impact externe dans ce que je fais en faisant mieux, en faisant différemment, en faisant autrement. Et là, on touche des notions comme la circularité, comme l'éco-efficacité, etc., etc. Et ça, c'est une deuxième façon de travailler sur son business model. Une troisième façon, et donc là, on est vraiment, si vous remarquez, on est vraiment dans la partie gauche de son business model, on est vraiment dans la partie opérationnelle et d'essayer de diminuer au maximum l'impact de mes opérations sur le monde extérieur. Alors ici, peut-être un point, on parle durabilité, je vais parler souvent d'une notion durable avec l'environnement et tout ce qui touche à l'environnement. Quand on parle sustainability, on touche aussi à la gouvernance, on touche aussi à l'aspect humain, la pauvreté, l'égalité, l'accès à la formation, etc. Donc on peut ne pas limiter son business model à simplement la partie environnementale, mais on peut l'étendre à l'ensemble de ce qu'on appelle la sustainability avec les 17 objectifs des Nations Unies. Mais aujourd'hui, peut-être pour le podcast, on va peut-être un peu plus se concentrer sur la partie durable environnementale. C'est pas pour ça que les deux autres sont moins importants, simplement pour illustrer, c'est peut-être un peu plus facile, sachant que les concepts sont à peu près les mêmes pour les deux autres. D'accord. Alors, oui, allez-y. Je voulais juste peut-être revenir, vous avez parlé d'inclure des éléments de durabilité, mais du coup, la vraie problématique, c'est de la valorisation un peu de ces éléments et comment les valoriser, si ce n'est avec des régulations, des valorisations qui sont faites par le gouvernement qui accorde des subsides pour certains éléments de durabilité. Mais c'est le vrai problème pour moi qui se pose à moi. C'est une super question parce qu'effectivement, la régulation arrive toujours un peu plus tard elle arrive toujours un peu comme un pompier en urgence. Et donc, la prévention est toujours un peu mieux finalement. Mais effectivement, à un moment ou l'autre, on va passer sur la régulation. L'exemple est le carbone et le prix du carbone, qui est un des rares exemples aujourd'hui de régulation dans cette direction-là. Alors, il faut être très attentif au scope de son business model. Et là, on tombe dans quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que mon business model, finalement, a trois niveaux d'impact. Il a l'impact sur moi, ce que je fais. Et aujourd'hui, vous avez toutes les entreprises qui disent nous sommes net zéro, par exemple, si on prend le carbone, qui est le sujet important. Et en fait, c'est du grand green bashing, ce net zéro, parce que on n'est jamais net zéro tout seul, on est net zéro au niveau de la planète. Et quand les entreprises disent elles sont net zéro, ce qu'elles font, c'est déjà une belle dynamique, c'est-à-dire qu'elles changent leurs voitures diesel par des voitures électriques, elles n'impriment plus en couleur recto verso, et elles implémentent un peu d'arbres autour de leur bureau et une ruche sur le toit. Je suis très limitatif, mais c'est un peu ça. Être net zéro dans une société de service, c'est extrêmement facile. Moi, je suis net zéro à la maison, si on veut, donc c'est extrêmement facile. Être net zéro dans une société industrielle, c'est déjà plus compliqué parce que quand on a un processus industriel, et si vous remarquez, il y a très peu de sociétés industrielles qui clament qu'ils sont net zéro en 2022 ou en 2021. Les seuls qui sortent du bois en disant qu'ils sont net zéro, ce sont ceux qui sont des sociétés de services, parce que c'est extrêmement facile. Après, on a le deuxième, ce qu'on appelle scope 2, ce sont vos fournisseurs. Alors après, effectivement, vous pourriez dire,
je veux, dans ma chaîne de valeur, retirer les aspects d'impact négatif, ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire c'est le coût social que vous êtes en train de mettre sur la planète, hein, c'est la charge que vous êtes en train d'y mettre. Et ça, l'exercice de dire, monsieur les fournisseurs, nous souhaitons que vous soyez également durables et donc que vous soyez clean. Mais de nouveau, si tout le monde le fait sur un scope 1, c'est très drôle parce que le fournisseur va dire, bah oui, moi je suis net zéro, de toute façon je roule en voiture électrique et j'ai un prix. Et puis on a le scope 3 qui lui est le vrai enjeu de la discussion. Le scope 3, c'est l'impact de votre business model sur le monde qui vous entoure. Si vous continuez à vendre des boissons sucrées en plastique, même si vous dites que vous êtes net zéro pour finalement, ou vous êtes circulaire pour la production de votre bouteille, en fait, c'est pas vrai parce qu'on ne tient pas compte de ce qui se passe dans les champs, dans les engrais pour faire pousser des betteraves, l'eau qu'il faut pour faire cela, et également l'impact post qui est du recyclage de ces bouteilles, et ainsi que l'impact, si on veut, sur les boissons sucrées. Et donc ça, ce scope 3, personne n'en parle. Et donc le problème, c'est que le vrai problème industriel, le vrai problème externe qu'on essaie de résoudre, c'est au scope 3, c'est pas au scope 1 et au scope 2. Scope 1 et au scope 2, c'est un peu facile. Donc on est toujours en green bashing quand on ne travaille pas sur son scope 3. Et c'est là où le business model devient intéressant, parce que les business models qui englobent le scope 3, pour que eux soient durables, entre guillemets, et encore on doit se fixer une définition de ce que durable veut dire, mais qu'il n'ait finalement plus d'externalités négatives au niveau mondial, il faut effectivement qu'on tienne compte de ça. Alors si on prend un exemple pour illustrer, je suis une chaîne de vêtements et je fais une partie de ma production au Bangladesh. Le Bangladesh travaille avec de l'énergie au charbon. L'énergie au charbon a un coût environnemental et social très élevé, mais finalement, je n'en tiens pas compte dans mon business model, donc je peux le faire. Et je suis net zéro ici pour la finition qui est la couture et la vente de mon textile. En fait, le problème reste parce qu'il est déplacé au Bangladesh. Et si vous remarquez la discussion de la COP, ce qui est intéressant, c'est que les pays émergents sur lesquels on a finalement on a déplacé tout le scope 3 en disant bah, c'est chez vous, hein, etc., disent ouais, vous êtes bien sympa, mais nous, on n'arrive pas à migrer vers du durable et du propre parce que toute l'industrie est chez nous et qu'on a besoin d'énergie pour le faire. Et donc c'est pour ça que le scope 3 d'un business model, en termes de production, qui est la partie gauche, est fondamental pour qu'il soit durable. Et ça, on touche quelque chose qui est très compliqué. Et donc justement, là, on parle un petit peu de ce problème du fait que si toute la chaîne, on va dire, de production n'est pas, on va dire, au même stade, on va dire, de durabilité, de sustainability, on va avoir des problèmes, un peu des disparités qui vont apparaître. Est-ce que justement, vous pensez pas que c'est encore plus difficile pour une entreprise qui a déjà maintenant, qui est déjà installée, on va dire même une petite PME qui a déjà son système de fonctionnement de production, qui doit maintenant essayer de supporter en plus ses coûts sociétaux? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, enfin, comment est-ce qu'elle pourrait faire, on va dire, pour réussir à supporter ça? Alors, valeur ou volume, hein, c'est toujours la discussion quand on fait du positionnement stratégique. Effectivement, si l'entreprise doit absorber ses coûts sociétaux sans les refléter sur ses prix, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est finalement un t-shirt à 3 euros, c'est peut-être la limite mentale et physique sur laquelle on a été trop loin, et que le vrai prix des biens de consommation aujourd'hui sont en partie trop bas et ont trop d'impact. Donc le seul moyen, ou en tout cas un des moyens, il y a un moyen d'efficacité, c'est-à-dire que je diminue d'autres coûts parce qu'en diminuant ces coûts, je peux peut-être mettre des coûts sociétaux à la place et donc finalement garder un prix égal. Donc ça, c'est un parti d'efficacité. Et la circularité a pour objectif d'être plus efficace et donc d'avoir de l'espace pour absorber des coûts sociétaux qui arriveraient. Premier élément. Deuxième élément, c'est d'avoir ces coûts sociétaux, de refléter ces coûts sociétaux dans le prix, et donc d'augmenter le prix. Ça, c'est vrai au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la planète. Si l'ensemble des concurrents de la catégorie vont dans cette direction, soit parce que c'est régulé, c'est-à-dire c'est forcé, soit parce que c'est demandé et qu'il y a une
position des acheteurs en disant finalement non, vous êtes bien sympa, mais nous arrêtons d'acheter ce type de produit et nous n'achetons plus que des produits qui intègrent cela. Donc ça, c'est les deux options qui sont sur la table aujourd'hui. Mais tant qu'on aura finalement une concurrence sans régulation qui laisse finalement des produits, ce qu'on appelle des produits bruns ou des produits business as usual, si on devait les appeler comme ça, il est très difficile, ou en tout cas, il est possible pour des marques de se différencier, mais elles se différencieront probablement avec une part de marché de niche et pas sur du volume ou du grand volume. Ça, c'est vraiment l'enjeu sur lequel on est aujourd'hui. C'est un peu, voilà. Est-ce que c'est bien néanmoins pour les entreprises de prendre ce tournant? Alors, ma réponse est d'office oui, pour deux raisons. Parce que philosophiquement, il faut le prendre. Et deuxièmement, on fait l'hypothèse, si on est d'accord avec tout ce qui se dit au GIEC, etc., ce que les scientifiques proposent, que si on ne le fait pas, on va devoir le faire probablement dans l'urgence, dans la souffrance, et donc ça va être pénible. Et la version optimiste des choses, c'est que si on le fait le premier, probablement on prend une position qui est forte et qui potentiellement nous donne des parts de marché, de la valorisation des clients. On pourrait dire que Tesla, entre guillemets, et on pourrait se poser la question si Tesla a un coût sociétal positif ou pas, parce que c'est pas parce qu'ils font des voitures électriques que c'est bon pour la planète. La seule moyen de mobilité qui est bon pour la planète, c'est le vélo, donc c'est pas la voiture électrique. Mais le fait de se positionner dans une certaine tendance fait que potentiellement vous êtes le leader de la nouvelle tendance. Oui, mais je veux rebondir sur ça. C'est vraiment un effet pour vous de first mover advantage, le premier qui effectue cette transition et qui revendique la durabilité un peu comme une de ses valeurs fondamentales. Ça a vraiment un effet réel parce que c'est vrai qu'on voit au niveau de la compétitivité, ces dernières années, on voit de plus en plus d'entreprises arriver sur les marchés, des entreprises disruptives un peu qui viennent bousculer la compétition en proposant, en ayant une proposition de valeur qui est vraiment basée et fondée sur une base durable. C'est des acteurs qui ont quand même une croissance assez grosse, surtout dans le secteur des FMCG, des produits de consommation courante. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un réel effet de first mover advantage pour vous ou pas forcément? Non, c'est là où il faut faire la part des choses parce que dans le modèle, déjà le fast moving, le FMCG, on peut vraiment se poser la question quelle va être sa posture de durabilité dans le long terme parce que c'est compliqué, parce qu'on sait que finalement, pour diminuer le coût sociétal, il faut avoir une production respectueuse, il faut diminuer les coûts énergétiques de cette production, il faut finalement avoir des coûts énergétiques qui passent aussi par le transport, donc il faut être plus local, il faut avoir de la transformation industrielle bien moins forte, etc., etc. Et donc c'est pas complètement dans une philosophie de FMCG. C'est un peu quand on regarde ce que Deleuze essaye de faire, parce que je pense que les initiatives sont intéressantes, avec son Nutri-Score et d'essayer de privilégier dans vos actes d'achat des produits qui sont peut-être moins on appelle ça processed en anglais, donc transformés pour utiliser le terme correct. Ça, c'est une direction, c'est une tendance. Voilà. Donc, c'est une espèce de tendance. La question est de dire, est-ce que cette tendance est assez rapide et assez forte pour résoudre le problème qui est face à nous, ou on doit être un peu drastique. Mais je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses pour répondre à cette question. Certaines entreprises sont réellement dans ce mindset, si on prend e-farms, avec cette idée d'aller chercher des producteurs locaux et de le vendre en e-commerce, etc. Donc là, on est très proche d'une notion de durabilité, mais d'autres sont plutôt dans du green bashing et ils sont plutôt dans un scope 1 ou dans quelque chose qui est plutôt de la communication plutôt que de la réalité pratique. Donc je pense qu'il il faut faire le parti. Et c'est dans toutes les industries, en fait, je pense qu'il faut faire ce juste dire. Ce qui est correct de dire, c'est que si vous êtes un peu exotique par rapport à la catégorie dans laquelle vous êtes, probablement vous allez capturer une niche, mais vous n'allez certainement pas résoudre le problème global parce que la majorité des gens vont continuer à aller vers une direction qui est c'est encore trop cher, donc je n'achète pas pour moi. Voilà. Je me posais la question au niveau des grosses entreprises pétrolières qui, elles, ont des revenus tellement énormes et colossaux à court et moyen terme qu'elles n'ont aucunement besoin, on va dire, d'un point de vue économique, de se tourner maintenant vers quelque chose de plus durable. Et je me demandais, est-ce que
je me suis dit que dans le futur, elles avaient carrément intérêt à laisser des industries énergétiques se développer autour d'elles avec des façons plus durables et avec tous les revenus qu'elles ont accumulés après, de pouvoir pratiquement les racheter une fois que une fois que ces nouvelles industries seront plus durables pour pas se cannibaliser, mais aussi pour pas diminuer leurs profits. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait arriver, ou bien est-ce qu'au contraire, ces industries elles-mêmes, est-ce qu'une fois qu'elles seront assez profitables, elles n'auront plus besoin de se faire racheter par des compagnies pétrolières ou autres? Donc là, on touche à une notion qui est fantastique, qui est le lien entre la durabilité et l'énergie. Euh, nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que nous avons une capacité énergétique de produire les choses que nous n'avions pas dans le passé. Okay. Ça veut dire que grâce à l'énergie, nous sommes capables de multiplier notre capacité d'action. Et ça a été la source de croissance du PIB depuis les 150, 200 dernières années. Donc ça, c'est vraiment clair. Et il y a une formule qui est assez simple à retenir, qui est de dire que PIB égale énergie égale CO2, en première instance. Ça veut dire que la croissance de votre PIB passe par la croissance énergétique qui passe par la croissance du CO2. C'est comme ça. Donc, si je vais dans l'autre sens, diminution du CO2, dit diminution énergétique, dit diminution du PIB. Et l'intangibilité, les services data, en aucune manière ne diminuent réellement la consommation énergétique parce qu'il faut refroidir ces data centers, parce qu'il faut alimenter en énergie les réseaux qui transportent les données, parce qu'il faut produire les terminaux avec des matières rares, etc. Donc on n'est pas non plus dans un monde bisounours quand on dit tout est intangible, tout est data, pas du tout. Il y a une réalité physique derrière. Donc je pense que la durabilité, ce qui est important, c'est de la connecter à la réalité physique. Alors deuxièmement, aujourd'hui, en termes de supporter notre croissance, parce que c'est ça sur lequel on vit, l'énergie la plus efficace est le charbon, le gaz et le pétrole. Okay. Et donc, on n'a jamais eu autant de croissance de charbon, de gaz et de pétrole depuis qu'on a commencé à faire les COP. Marrant, hein, si vous regardez la croissance de la consommation de gaz, pétrole et charbon. Pourquoi? Pas parce que les industries pétrolifères et autres sont des grands méchants, mais parce qu'ils répondent à une demande qui est de satisfaire à la production. Pourquoi? Parce que la production nécessite des machines, et les machines nécessitent de l'énergie, et donc l'énergie nécessite d'être produite. Pour qu'on puisse arriver à maintenir cette équation compliquée, il faudrait qu'on substitue pétrole, charbon et gaz par des énergies alternatives. Néanmoins, aujourd'hui, en termes d'efficacité énergétique et en termes de disponibilité, on se rend compte que les énergies nucléaires ou l'énergie hydrologique est limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus de barrages que ce qu'on a, etc. Donc il y a une limite. Il ne peut pas pleuvoir plus que ce qu'il pleut. Et on n'arrive pas à convertir complètement le soleil comme on voudrait. Donc on est aujourd'hui à cette limite. Donc la part des renouvelables est très faible. Donc si on voudrait réussir à basculer et à arrêter l'utilisation d'énergie fossile, il faudrait qu'on arrive à augmenter fortement la part du renouvelable ou des autres renouvelables. Avec la pointe de question qui est le nucléaire, qui est un grand débat, qui aujourd'hui est la seule énergie mainstream pour laquelle qui pourrait substituer une partie du gaz et du pétrole. On l'a vu en France avec son parc énergétique, mais qui est, semble-t-il, un sujet très sensible parce que certains pensent que le nucléaire, c'est le grand méchant, et d'autres pensent que c'est la seule solution pour sortir finalement du problème dans lequel on est. C'est un vrai débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, physiquement, le renouvelable n'est pas capable de se substituer aux autres énergies. Et donc, si on veut résoudre le problème de CO2, parce que effectivement, le seul qui est faible en impact CO2 par rapport au nombre de kilowattheures produits, après les renouvelables, c'est le nucléaire. Et bien en dessous des énergies fossiles. Donc, l'énergie fossile et les sociétés pétrolifères, elles, ne peuvent pas être durables par essence, parce qu'elles retirent le carbone du sol. C'est ce qu'elles font. Hein. Donc, je creuse un trou et je prends du carbone qui est dans le sol, du gaz ou du pétrole ou du charbon, et je le remets dans l'air. C'est ça leur métier. Donc si le business est d'arrêter de mettre du carbone dans l'air, mais théoriquement, leur business devrait s'arrêter du jour au lendemain. Mais leur business ne s'arrête pas parce que, finalement, il répond à la problématique de notre consommation d'énergie.
finalement, c'est très planétaire comme décision. C'est vers où on va et qu'est-ce qu'on fait. Et tant qu'on a besoin, dans sa chaîne de production, d'utiliser du pétrole, du charbon ou du fossile pour les machines qu'on a besoin, mais on est dans un cercle perpétuel. Et juste ce que je voulais aussi mentionner, c'est peut-être qu'elles n'ont pas pour l'instant, en tout cas, de grand intérêt, on va dire, dans l'idée d'investir même, de se préparer. J'ai pas l'impression qu'il y a un grand engouement pour amorcer une transition qui sera peut-être forcée à un moment même par taxe carbone, Oui. etc. Et ça c'est la réalité économique de notre monde. Et donc là, on tombe plutôt dans une philosophie de comment voulons-nous avoir ce monde. C'est un vrai débat. Mais aujourd'hui, dans le paradigme économique dans lequel nous sommes, ils ont des actionnaires qui attendent finalement d'avoir un retour sur investissement. Et donc, ils ont des objectifs de rentabilité. Et donc, eux, leur métier, c'est de sortir du carbone du sol pour le vendre parce que c'est ce qu'attendent leurs actionnaires. Et tant que on permettra d'investir, donc on ne régulerait pas et qu'on va chercher le profit, can greed be evergreen? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Tant que le profit primera dans la façon de réfléchir, ça ne s'arrêtera pas. Mais les détracteurs vous diront, mais Laurent, mais tu es bien sympathique, mais c'est pas simplement le profit de l'actionnaire de la société énergétique, c'est le besoin en énergie. Et si on voit aujourd'hui, on a des pénuries d'énergie produite ou peu d'énergie produite en Belgique, on voit que le coût de l'énergie explose et cette énergie, on en a besoin. Pourquoi? Pas simplement pour chauffer la maison et pour les choses de base, mais pour que l'économie tourne. Donc c'est ça la quadrature du cercle dans laquelle nous sommes. Et du coup, j'imagine qu'avec cette explosion du prix de l'énergie, il y a aussi toutes les problématiques liées aux inégalités des revenus qui vont ressortir. Ça va forcément impacter plus fortement les foyers à faible revenu. Mais je voulais aussi rebondir sur la taxe carbone dont on vient de parler. Est-ce que des mesures financières comme celle-ci peuvent avoir un impact significatif sur la consommation d'énergie carbone? Ou est-ce que c'est un peu illusoire de se dire que ces taxes vont vraiment changer la donne? Non, je pense que c'est une bonne direction. C'est pas parfait parce que on peut la détourner. Donc, je pense l'idée de mettre des taxes sur ce qu'on fait mal n'est pas mauvais à la base, mais je pense qu'on doit avoir une philosophie d'essayer de faire mieux et de faire bien. Et donc, on se rend compte que finalement, la taxation, bon, on met des taxes sur les cigarettes et autres et sur l'essence. C'est pas pour ça que les gens roulent moins en voiture. Donc on voit quand même que, in fine, c'est peut-être pas la direction qui va nous permettre de résoudre complètement le problème. Je pense on a plus on devrait avoir une philosophie d'aller dans un business model qui est plus positif par essence, donc différent. Mais ça, c'est un vrai changement paradigmatique. Et pour arriver à ce changement, on se rend compte que c'est un exercice d'investissement sur 15-20 ans et ce n'est pas un exercice d'investissement sur 3 mois ou 6 mois. Et c'est là où c'est un peu difficile aujourd'hui parce que seuls les États finalement, ont encore cette capacité de se projeter, de faire des plans d'investissement d'infrastructures et des choix stratégiques sur le très long terme. Et si l'État est plutôt dans un mindset de travail à très court terme, on ne va pas y arriver. Donc c'est là où le rôle des États, le rôle des groupements d'États comme l'Europe est important, parce que c'est seul ça qui va permettre d'avoir des investissements sur le long terme. Et pour avoir un business model durable sur le long terme, il faut vraiment avoir ces transformations globales. Mais du coup, on parle de changement de paradigme et de régulation, mais on voit en parallèle de ça, donc justement la COP26 avec, donc cette réunion qui au final, a pas eu beaucoup de débouchés. Est-ce qu'on est vraiment dans une société où ces changements au niveau des régulations, parce que c'est ce dont on a besoin, il y a un shift au niveau des consommateurs qui se fait, une consommation de plus en plus importante, les mentalités changent, mais c'est minoritaire quand même et c'est pas suffisant. Et du coup, est-ce que les changements de régulation vont se faire assez rapidement? Parce que dans mon esprit, en tout cas, l'accord de Paris, on est loin d'être dans les projections pour le respecter. Alors où est-ce qu'on en est, justement au niveau du secteur public? Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc, si on est optimiste, on se dit il y a une conscientisation qui se fait, il y a des discussions qui se font, il y a des initiatives qui se prennent, il y a des entreprises qui sont dans la disruption et de proposer des nouvelles choses, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est le verre à moitié
plein, les gens qui regarderaient la COP avec l'œil du verre à moitié plein se diraient c'est intéressant parce qu'on discute, on réunit les gens, etc. Le verre à moitié vide vous dirait mais ça ne va pas assez vite. En fait c'est bien gentil, mais en fait, ça ne résout pas le problème. On est toujours dans le parler et pas dans le faire. Et on a besoin d'un sentiment d'urgence. Pour cela, moi, avec les clients avec qui on travaille, on sent qu'il y a une volonté de faire différemment des choses, mais on sent aussi qu'il y a une contrainte qui est la réalité économique et la réalité dans laquelle on se situe. Et alors, il y a toujours ce trade-off à faire en se disant oui, mais. C'est le oui, mais. Okay. Certains qui n'ont rien à perdre se lancent dans une création d'entreprise qui est complètement disruptive, avec une volonté réelle de faire quelque chose, mais ceux-là réussissent, certains avec un certain succès, mais ça reste encore finalement minoritaire par rapport au volume du tout. Les très grands, eux, regardent ce qu'ils peuvent perdre et se retrouvent finalement avec un choix drastique de dire à leurs actionnaires, tu sais, finalement, on va diminuer notre valorisation par 2 parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et ça, c'est un message qui passe très mal ou qui est difficile à absorber. Donc, pour moi, la discussion est un choix sociétal. On doit réussir à équilibrer finalement l'omniprésence de l'argent et de cette notion de profit avec une ou deux autres dimensions qui sont par exemple le coût sociétal ou l'impact planétaire et le coût l'impact humain, voilà, et d'avoir un indice qui n'est plus simplement le GDP, mais qui est un indice plus équilibré, qui fait qu'on a tous envie d'aller vers une direction un peu différente. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, in fine, ça rentre dans un fichier Excel avec des euros et le reste est à la marge. Et on se rend compte que pour résoudre le problème dans lequel on est, en fait, c'est ça le grand problème. Et juste un dernier point que j'aimerais bien aborder. Donc, on a parlé pas mal au préalable du greenwashing et du greenbashing. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé aussi du changement de mentalité des consommateurs. Mais du coup, il y a de nombreuses entreprises qui peuvent être tentées de véhiculer une image d'entreprise durable sans réellement s'engager dans des actions concrètes en dehors de leur campagne de communication. Du coup, j'entends. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène de greenbashing et comment est-ce qu'on peut le contrer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer l'impact que ça peut avoir sur les consommateurs? Moi, je trouve le greenbashing et le greenwashing est scandaleux. C'est inacceptable parce que c'est mentir aux gens et c'est faire croire qu'on résout le problème alors qu'on ne le résout pas. Et monsieur et madame de Le Monde doivent peut-être acheter en bonne conscience un produit, croyant que ce produit est réellement bien, mais in fine, il ne l'est pas. Donc, on a un devoir éthique. Et donc, ça, c'est vraiment quel est le devoir moral et éthique qu'une entreprise a lorsqu'elle communique. Au pire, ne rien dire, c'est mieux que de dire des choses qui sont incorrectes. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. De nouveau, l'optimiste vous dirait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce au mouvement, grâce à plein d'outils, on a de plus en plus des spotters ou des outils qui permettent de mettre ça en avant, en disant, ça, c'est pas possible, ça, c'est mauvais, ça, c'est un mensonge, etc. Et cela, peut-être dans des médias alternatifs ou dans des canaux de communication qui sont un peu moins mainstream, sont clairs. On a des applications comme l'application Yuka, par exemple, qui est intéressante, qui vous permet de voir. Donc, on a quand même une émergence de choses qui apparaissent, etc. Et donc, voilà, je vais vous poser une dernière question un peu pour faire le tour du sujet. Je me demandais, est-ce que selon vous, c'est un changement qui doit d'abord se faire au niveau des entreprises et des business models, ou alors d'abord un changement au niveau de l'État et des lois, etc. Et qu'est-ce qui devrait bouger en premier selon vous? Moi, je pense que chacun d'entre nous, je crois, donc, dans un point de vue démocratique, je pense qu'effectivement, si on impose des choses, c'est parce que l'ensemble des personnes sont convaincues, ou en tout cas la majorité de la démocratie est convaincue de le faire. Donc, si on est démocratique, ça veut dire que c'est un mouvement qui monte vers le haut et qui choisit ses élus, ou en tout cas des élus qui véhiculent un message. Voilà. Donc, ça doit venir du bas. Parce que c'est toujours positif quand on a un mouvement d'engouement. Et donc, quand ça vient du bas, ça veut dire que des gens dans les entreprises commencent à y penser, des gens, quand ils consomment, commencent à agir, etc. Quand vous recyclez finalement vos poubelles, vous avez une première étape. Etc. Donc ça doit venir du bas, c'est le premier élément.
Et deuxième élément, il faut les conditions de réussite en haut, c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui soient en haut fixent des règles du jeu qui, à minima, nous permettent de réussir. Et aujourd'hui, les règles du jeu telles qu'elles sont probablement mauvaises et ne nous permettront pas de réussir. Donc, tant qu'on ne changera pas les règles du jeu, on sera toujours contraint, ceux du dessous, à un moment donné, seront contraints. Et c'est là où on risque d'arriver à une situation dangereuse, parce qu'on a vu historiquement dans l'histoire de l'humanité que seules des révolutions fortes ont permis de changer les règles du jeu à un moment ou l'autre. Et c'est rare qu'une révolution se fasse dans le calme. Et je pense qu'on a un vrai sujet démocratique sur la table, c'est est-ce que nous sommes capables de nous changer nous-mêmes sans révolution, ou faut-il qu'on casse réellement le système existant pour pouvoir arriver au nouveau système? Et ça, c'est un vrai débat. Parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes qui manifestent dans les rues, etc. Mais ça, c'est des messages du bas vers le haut en disant il faut que vous changiez. On l'a vu à la COP avec les jeunes qui allaient interviewer en disant oui, mais écoutez, voilà, on voit des gens qui disent je fais la grève de la faim parce que vous êtes en train de perdre le futur de mes enfants. Donc ça reste très calme. L'étape suivante, c'est plus anarchique. Et donc, c'est une question philosophique. Est-ce que notre démocratie va être capable de reposer les nouvelles règles du jeu dans lesquelles on va pouvoir tous s'y retrouver? Vraie question. Je n'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est un beau débat. Une autre question encore, mais c'est vrai que tout est un peu interconnecté de toute façon. Je voulais vous dire un grand merci, Monsieur Bouty. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Mais avant de se quitter, j'aurais aimé vous demander si vous aviez une recommandation pour nos auditeurs afin de pouvoir approfondir le sujet, que ce soit un livre, un reportage ou... Oui, alors moi j'ai lu le livre de Jean Covici, et de dessinateur Blin, qui est une bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin, aux éditions d'Argo. Et Jean-Marc Jancovici est un pionnier sur tout ce qui est le carbone et sur les problématiques de durabilité. C'est un Français, il donne cours à l'école des mines. D'ailleurs, ses vidéos sont disponibles sur YouTube. Il a créé un mouvement, une ASBL qui s'appelle The Shift Project, qui travaille beaucoup et réfléchit beaucoup là-dessus. Et il a essayé de vulgariser finalement son cours des mines dans une bande dessinée. Il explique de manière très claire certains des enjeux avec beaucoup plus de talent que moi je ne peux le faire. Voilà. Super. Donc je voulais vous dire encore un tout grand merci, Monsieur Bouty, pour votre temps. C'était vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir vous accueillir pour ce deuxième podcast Next Sense. Et donc pour nos auditeurs, j'espère que le sujet du jour vous aura autant passionné que nous. N'hésitez pas à suivre Next Sense sur tous ces réseaux. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci.